merci de me donner cette possibilité à la fois de présenter le projet Solidark, mais plus globalement, d'échanger et de partager mon avis et mon analyse sur l'économie en général et sur le système bancaire et monétaire. Je sais que ce ne sont pas des sujets qui sont extrêmement sexy parce que généralement, ils sont plutôt complexes. Donc, les gens ne s'y intéressent pas parce qu'ils pensent, ou peu, parce qu'ils pensent qu'ils vont pas forcément les comprendre. Alors que, comme le dit cette phrase qu'on attribue à Henry Ford, je sais pas s'il l'a vraiment dit et j'ai pas envie de faire son apologie, mais si les citoyens, si la population comprenait le système bancaire et monétaire, il y aurait une révolution le lendemain matin. Cette phrase est quand même lourde de sens pour déjà introduire le sujet qui va nous parler en fait oui, finalement de cette arnaque institutionnalisée qu'est ce système bancaire et monétaire qui nous domine et nous écrase à plein de niveaux. Donc merci de me donner cette possibilité. Merci à toi, Vadim. C'est vrai que avant de rentrer dans le sujet, on va rappeler aux auditeurs qu'ils peuvent devenir amis de Radio Libre en soutenant l'équipe. On a Vincent à la régie qui va peut-être nous dire quelque chose, mais tout à l'heure commenter un peu les informations qu'on va donner. C'est vrai que vous pouvez devenir ami en allant sur amis.radiolibre.ch. Vous pouvez écouter nos podcasts. On a des podcasts sur le site internet. Et puis, grande nouveauté de cette semaine, nous avons des actus live les lundis matin, mercredi matin et vendredi matin à partir de 9h. Et ces actus live repassent ensuite en boucle le reste de la journée jusqu'au prochain actu live sur le player du site. Donc, une radio qui se dynamise avec une équipe qui est assez motivée. Et puis, je me réjouis ce matin d'écouter tout ce que tu as à nous dire. Par quelle partie est-ce que tu veux commencer? C'est vrai que l'industrie de la finance, c'est quelque chose qui est très peu, qui est opaque et très peu connu. Ça a été largement privatisé. C'est plus vraiment une prérogative de l'État, même si on parle d'argent suisse où une partie de cet argent est créée par les crédits et qui est liée à l'endettement. Je pense que personne n'ignore qu'il y a de la dette qui se crée, qu'on doit payer, que le coût de la vie augmente. Et puis ça, c'est des mécanismes qui font que ça remplit les poches de certaines personnes qui se sont placées dans ces mécanismes depuis déjà le début de la création des systèmes monétaires, c'est vrai. Et là, heureusement, on a des entrepreneurs en Suisse qui proposent des solutions qui nous permettront peut-être au niveau local, de reprendre le flambeau, de reprendre la main sur nos échanges économiques, de reprendre la main sur nos finances avec moins de dettes et puis plus d'interactions locales. Par quoi est-ce qu'on commence, Vadim? Est-ce que tu préfères faire un petit tour d'horizon de ce qui existe maintenant? Peut-être parler des crypto-monnaies et puis après on passera à ton projet Solidark? Oui, alors oui, j'aurais justement bien voulu parler de ce que tu viens d'évoquer d'abord, donc c'est-à-dire le constat sur la situation actuelle de ce système que personnellement je qualifie de pervers, pour justement arriver donc parler d'abord de la problématique et ensuite évoquer la solution qu'on propose et à travers justement une présentation aussi un peu plus générale de ce que sont les crypto-monnaies et ce qu'est la blockchain qui est la technologie qui est derrière. Donc oui, si ça te va, on commence par le constat. Alors, le constat pour nous, pour l'association Solidark qu'on a tiré, il est double, on va dire. Premièrement, c'est que le système économique et financier, le système bancaire et monétaire ne sont pas démocratiques. Alors je sais, c'est un peu bizarre de parler de démocratie quand on parle d'économie, parce que traditionnellement, la démocratie est liée plutôt à des systèmes politiques et non pas à un système économique. Mais j'aimerais approfondir un petit peu cette notion de démocratie au sens que ce soit étymologique, conceptuel ou même philosophique, pour justement démontrer que la démocratie ne se réduit pas à un système politique, ne se réduit pas à un droit de vote et se réduit encore moins à un simple droit d'élection. La démocratie, étymologiquement parlant, donc c'est le pouvoir
au peuple, à la population, exercé par le peuple, possédé par le peuple. Donc, pour arriver à comprendre cette notion, il faut déjà commencer par définir ce qu'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est assez simple à définir, c'est une capacité à contraindre et à influencer les autres en fonction de sa volonté, à contraindre les actions des autres, à contraindre même et à influencer les pensées des autres. Ça, c'est le pouvoir. Maintenant, ce pouvoir-là, encore une fois, il se réduit pas ni au vote ni à l'élection. Nous, alors, dans le cadre du projet, on a identifié 6 gros pouvoirs qui sont majeurs. Il y en a certainement d'autres. Ça se divise encore en d'autres sous-pouvoirs. Mais les 6 pouvoirs majeurs sont évidemment, comme on apprend déjà dès tout petit à l'école, le pouvoir exécutif, administratif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, qui là peuvent être plus ou moins démocratiques en fonction du système de représentation, qu'il soit proportionnel, majoritaire. Bon, il y a des degrés de démocraticité, si j'ose dire, mais bon, ça c'est les pouvoirs qu'on a entre guillemets, rendus démocratiques. Après, c'est encore à débat parce que il y a évidemment plein d'autres notions qui peuvent être prises en compte, le tirage au sort. Les Grecs et même Montesquieu disaient que l'élection n'était pas démocratique, que c'était un processus oligarchique puisqu'il permettait à une élite finalement de poser leurs candidats, de financer en quelque sorte leur campagne, même si à l'époque, je ne sais pas si c'était des campagnes, si on peut parler. Oui, il y avait déjà, bien sûr. Donc voilà, on peut remettre en question le niveau de démocraticité, mais on va quand même partir du principe que c'est démocratique, c'est 3 pouvoirs qu'on peut dire pouvoirs formels. Donc exécutif, législatif et judiciaire. Maintenant, il y a 3 autres pouvoirs qui sont des pouvoirs informels. Par informel, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas formalisés par l'État, où il n'y a pas de... Oui, il y a parfois un peu l'État s'immisce quand même un peu dans ses pouvoirs, mais ils sont largement privatisés. Voilà. Ces 3 pouvoirs, sont premièrement alors le pouvoir médiatique, qui a démontré ces 2 dernières années, voire 3 dernières années, l'ampleur de son influence, de ses capacités d'influence, de son pouvoir, que ce soit durant la crise du Covid et maintenant encore plus peut-être durant la guerre en Ukraine. On voit que ce pouvoir médiatique, qui est donc un pouvoir d'influence d'opinion publique, d'influence de la pensée, est généralement, en tout cas en Occident, détenu par des oligarques occidentaux, oligarques industriels, financiers. On sait qu'en France, la quasi-totalité des médias sont détenus par une poignée, je ne sais plus exactement si les chiffres se sont réduits, mais on parlait de 10 milliardaires, c'est peut-être encore moins aujourd'hui. En Suisse, ça doit être plus ou moins pareil. Évidemment, il y a des médias d'État, mais la plupart des médias sont donc des médias privés. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile, voire quasi impossible de générer de la plus-value ou un chiffre d'affaires simplement avec un média. Je pense que vous en êtes aussi conscient, c'est en tout cas quelque chose de difficile. C'est pour ça qu'il faut rejoindre les amis de Radio Libre pour vous soutenir et pour rester indépendant. C'est pourquoi les milliardaires qui possèdent ces médias n'ont pas pour objectif de générer des profits grâce à ces médias. Mais par contre, ça leur permet de faire véhiculer des idées, des intérêts qui vont ensuite contribuer à l'essor de leurs entreprises, de leurs marchés, etc. Évidemment, il n'y a pas un milliardaire derrière chaque journaliste, donc il ne faut pas rentrer non plus. Il peut y avoir une certaine autonomie, mais il y a quand même des lignes directives et voilà, il y a des accords des fois tacites, plus ou moins compréhensibles par tous ceux qui font partie de l'équipe de rédaction, qu'on va dans tel ou tel sens. Et voilà, donc ce pouvoir-là, déjà le pouvoir médiatique, on voit, il n'est pas démocratique. Ça, c'est déjà un premier pouvoir qu'on peut définir comme non démocratique et oligarchique. Bon, nous, avec Solidar, on traite pas de comment régler ce problème, mais c'est important quand même de le savoir. Ça devrait, si on veut vraiment être une démocratie digne de ce nom, être formalisé afin d'y avoir une plus grande proportionnalité de représentation, etc., que ça devienne démocratique. Le deuxième pouvoir informel
qui existe, c'est le pouvoir technico-scientifique, académique, qui lui aussi, ces 2-3 dernières années, a montré l'étendue de son influence. On n'a jamais autant entendu parler de la science comme si elle était unique, indivisible, indiscutable. On voit donc finalement la science est orientée par un pouvoir scientifique qui souvent ne représente pas forcément l'ensemble des avis scientifiques, parce que parler de la science avec un grand S, comme si elle était unique, c'est un déni historique de comment la science a évolué à travers le monde, avec des oppositions dialectiques, des contradictions. Des fois, la majorité même du corps scientifique et même souvent se tromper. C'est une minorité qui vient révolutionner le paradigme scientifique. On nous a beaucoup dit durant la crise du Covid qu'il y avait la science concernant les vaccins, alors qu'on voit qu'au final, énormément de scientifiques et énormément de manifestes ou de lettres qui ont été co-signés par des virologues, des épidémiologistes, etc., qui allaient à contre-courant, sans être dans l'extrémité opposée, mais qui allaient à contre-courant quand même du discours scientifique dominant. En fait, il faut faire une distinction entre un discours dominant et un discours majoritaire. Dominant, c'est ceux qui ont, on va dire, cette légitimité qui ne l'est peut-être pas d'un point de vue démocratique, mais d'un point de vue étatique, parce qu'ils ont été peut-être sélectionnés ou choisis par l'État pour constituer des groupes de travail sur tel ou tel sujet, et donc à qui l'État a accordé une légitimité. Donc on voit que le pouvoir scientifique est un vrai pouvoir. On peut aussi se décliner en pouvoir académique, donc c'est-à-dire les universités qui aussi participent à la formation de l'opinion publique au sein des futures élites des États. Moi, j'ai étudié à l'université de Lausanne en sciences sociales et politiques. J'ai très bien vu que c'était alors même si j'ai appris des choses très intéressantes, j'ai découvert des penseurs, j'ai lu énormément de choses qui m'ont beaucoup appris. J'ai quand même aussi constaté que l'université, du moins en sciences sociales, était quand même une école un peu entre guillemets d'endoctrinement qui va dans un sens assez défini et partisan, à gauche, hein, pour ne pas le nommer, qui vient aussi nous présenter des fois des théories qui sont pas issues de sciences vraiment dures et implacables, mais comme étant pourtant des vérités. Je pense à certaines théories du genre qui sont de plus en plus à la mode, etc. Donc oui, il y a des parts bien sûr de vérité, mais sans nuance. Et ce qui est dommage, c'est que la première chose qu'on nous apprend, même en sciences sociales, c'est qu'il faut déconstruire les préjugés, d'avoir un esprit critique, etc. Mais on constate en étant à l'université que finalement, quand tu déconstruis vraiment même le discours académique et que tu as un esprit vraiment critique, tu passes pas. Il faut te soumettre un peu à l'idée et à la pensée dominante il faut reproduire un peu le discours dominant pour gravir les échelons, pour réussir les examens, et pour devenir assistant, etc. Donc là aussi, c'est un pouvoir, le pouvoir académique, qui lui aussi pourrait être revu de façon à être peut-être plus représentatif, qui est des représentants des divers courants politiques, idéologiques au sein de ces universités. Et le troisième pouvoir, et c'est celui qu'on va surtout traiter aujourd'hui, c'est, à mon avis, le plus grand de tous, celui qui les domine tous, c'est le pouvoir financier. On pourrait dire le pouvoir économique, mais plus précisément, le pouvoir financier. Alors, pourquoi financier plus qu'économique ? Parce que c'est important de comprendre que l'économie, donc, traite de la création de richesse. La richesse est toujours le fruit de l'exploitation d'une ressource. La richesse, c'est le fruit de l'exploitation d'une ressource, et ce fruit nous permet d'effectuer des échanges, constitue des réserves de valeur, est accepté par tous, etc. La richesse, c'est le fruit de l'exploitation d'une ressource. À l'époque, il y a très longtemps, ce qui produisait le plus de richesse au monde, pendant vraiment des siècles, hein, des premières sociétés humaines avant l'Antiquité, même pendant l'Antiquité, c'était l'exploitation de la terre. L'exploitation, ça veut dire faire travailler la terre, faire travailler cette ressource qui est la terre, produit des fruits, des céréales qui constituent la plus grande richesse échangeable et acceptable
pendant des années. D'ailleurs, encore aujourd'hui, quand on parle d'argent, on parle de blé, on parle d'oseille. Ce sont des céréales qui font référence donc à ce qui étaient les premières monnaies finalement, parce que bon, après on en reviendra là-dessus, mais pour être une monnaie, il faut être impérissable, divisible, facilement transportable, échangeable, anonyme aussi. Et le blé, les céréales secs, même éventuellement des dattes, pouvaient être utilisées. Faut pas croire que c'était les coquillages qu'on utilisait comme monnaie, c'est un peu un mythe. Il y a peut-être eu 3 sociétés qui utilisaient des coquillages, mais c'est le blé, les céréales, voilà. C'est ça qui, même les lentilles, etc., qui constituaient la majeure partie des richesses. Ensuite, plus on a évolué, plus d'autres modes de production de richesses ont commencé à s'imposer et à peut-être même surpasser celui qui venait de l'exploitation de la terre. Je pense notamment à l'exploitation de la force de travail, donc des travailleurs, que ce soit des salariés ou des esclaves d'ailleurs. Exploiter les travailleurs, c'est exploiter une ressource qui produit de la richesse. L'Empire romain, la République aussi, était fondamentalement fondée, reposée sur l'exploitation de la force de travail de leurs esclaves. C'est pour ça qu'on dit c'est des sociétés esclavagistes. La majeure partie des richesses produites par l'Empire romain étaient issues de l'exploitation de la force de travail des esclaves. D'ailleurs, c'est aussi ce qui fait que les Romains avaient besoin en continu d'alimenter leur conquête et leur guerre, parce que comment est-ce qu'on produit des esclaves ? Tout simplement en allant conquérir des contrées barbares pour ensuite asservir la population et la vendre, la faire travailler dans les champs, dans les mines, etc., etc. D'ailleurs, quand César a conquis la Gaule, je crois que la moitié de la population et quasi-totalité des hommes gaulois ont été envoyés en esclaves. En fait, il fallait voir les légions romaines comme des entreprises privées, où le commandant était le PDG de l'entreprise, si j'ose dire. Il produisait des biens et des services, et puis à travers la production d'esclaves. Voilà, c'est en fait ça qui a alimenté l'expansion continue et ce besoin d'expansion qui était vital pour l'Empire, parce que dès le moment où il arrêtait de s'étendre, il produisait plus suffisamment d'esclaves, et comme son économie reposait là-dessus, voilà. Donc l'exploitation de la force de travail a évolué, passé des esclaves aux salariés. Il y a eu aussi la période du mercantilisme, comme on appelle, sans rentrer dans le détail. En gros, c'est l'exploitation des matières premières, transformer une matière première, la ferraille, le bois, etc., pour produire quelque chose d'utile qui est ensuite échangé. Ça aussi, c'est un mode de production de richesse qui a dominé. Et aujourd'hui, ce qui produit le plus de richesse, donc c'est toujours l'exploitation d'une ressource, c'est plus l'exploitation de la terre, c'est plus l'exploitation des salariés, de la force de travail, ni celle des ressources, même si tout ça produit encore de la richesse. Aujourd'hui, le mode de production de richesse dominant, c'est l'exploitation du capital financier. En d'autres termes, faire travailler de l'argent, c'est ça qui produit aujourd'hui le plus d'argent. C'est pour ça que quand on est riche, on le devient de plus en plus. C'est en gros faire travailler de l'argent, ça veut dire investir dans des actions, ça veut dire faire travailler de l'argent, c'est aussi la dette, la dette qui permet aux entreprises ensuite d'investir, etc. Mais ça produit de la richesse. Après, on peut débattre sur la véritable valeur de cette richesse. Est-ce qu'elle est réelle, concrète, etc. Mais financièrement parlant, la croissance économique mondiale aujourd'hui est dominée par l'exploitation du capital financier. Donc, faire travailler de l'argent, c'est ce qui produit le plus d'argent. Or, et ce qui est important de comprendre, l'exploitation du capital financier n'est pas à la portée de tous. Nous, population en général, on n'exploite pas notre capital financier. C'est-à-dire qu'on ne va pas nous-mêmes prêter de l'argent, on ne va pas nous-mêmes investir dans des entreprises. Nous, on épargne ou on cotise à travers nos cotisations obligatoires, cotisations sociales. Et tout cet argent, l'argent de notre épargne, l'argent des cotisations, est exploité par d'autres, par des banques, par des institutions financières, des fonds de pension, qui exploitent notre argent et l'orientent à destination du marché financier international qui est composé des 500, 1000 plus grosses entreprises multinationales du monde
Et donc, finalement, les plus grosses multinationales du monde monopolisent l'utilisation de l'argent du monde entier qui est orienté vers la croissance de ces marchés, qui est une croissance de plus en plus spéculative et donc une croissance de plus en plus déconnectée aussi de la réalité de l'économie réelle, productive. Donc ça, c'est vraiment un constat de base pour dire que aujourd'hui, ce qui crée le plus de richesse, c'est l'exploitation du capital financier, mais la plupart des citoyens, des citoyennes, de la population n'exploitent pas ce capital financier qui est exploité par d'autres. Souvent, on dit on est dans un système capitaliste, on est dans un système capitaliste financier, mais on ne dit pas nous les capitalistes, on dit eux les capitalistes. Parce que finalement, c'est un système capitaliste, mais où une poignée finalement de capitalistes exploitent l'argent du monde entier pour en tirer profit au détriment de la population et de l'économie locale, parce que justement, les inégalités se creusent constamment. Je ne connais pas les chiffres réactualisés, mais depuis la crise du Covid, ça doit être encore plus dingue, quoi. En 2017, on disait déjà que les 26 personnes les plus riches possédaient plus de la moitié des richesses du monde. Quand on sait que durant la crise du Covid, justement, on voit sur les marchés qui ont eu une croissance complètement démesurée, complètement folle, notamment aussi à cause de la création monétaire, mais ça on en reviendra après, qui a profité donc à une élite financière qui se réduit de plus en plus finalement, et donc les inégalités se creusent de plus en plus. La richesse, c'est du pouvoir. L'argent, c'est du pouvoir. Être dans un système qui permet l'accroissement des richesses à un tel niveau, c'est un déni total de démocratie, étant donné qu'on permet à cette oligarchie d'accroître de façon démesurée son pouvoir d'influence, pouvoir qui se traduit de diverses manières. Et on comprend qu'il y ait autant de complotisme. Après, il y a peut-être beaucoup de fantasmes aussi qui émergent dans ces idées, mais des manipulations de marché, c'est quotidien. Quand tu travailles dans la bourse, dans le trading, etc., tu le sais, tous les financiers le savent. Les manipulations de marché par les grosses institutions, c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Ils ont des leviers énormes pour pouvoir faire chuter les cours, pour pouvoir aller dans leur sens. Voilà, l'argent, c'est un pouvoir fou, ce qui leur laisse aussi tout le loisir, entre guillemets, de faire ce qu'ils veulent, de polluer, d'utiliser l'Afrique, des fois, pour polluer leurs rivières, leurs ruisseaux. Voilà, c'est totalement démesuré et incontrôlable parce que le pouvoir est tel que je pense que dans l'histoire de l'humanité, jamais une poignée d'individus a eu autant de pouvoir. Et le plus dingue, c'est que c'est entre guillemets dans l'ombre. Et c'est pour ça que c'est à la source aussi d'énormément de fantasmes qui parfois sont totalement farfelus, mais c'est parce que ce pouvoir est réel quand même. Et ça, donc, c'est la première problématique qu'avec l'association solidaire qu'on met en évidence, c'est de un, l'accroissement de la centralisation de la croissance financière autour de ce marché qui leur attribue beaucoup trop de pouvoir, un pouvoir démesuré, mais si encore c'était que ça, c'est pas que ça. En fait, c'est si le marché financier est composé des 100, 500 multinationales les plus grosses du monde, centralise tout l'argent du monde, tous les investissements, de toute l'épargne, de tout l'argent du monde qui va à destination de ce marché, il faut bien penser que la croissance de ce marché va gonfler telle une bulle. C'est cyclique, ça se passe toujours comme ça gonfle, ça se déconnecte de plus en plus de l'économie réelle, et donc au final c'est dangereux pour l'ensemble de la stabilité du système, parce que lorsque ces bulles centralisées éclatent, alors là c'est tout le monde qui en subit les conséquences, à commencer par les petits épargnants, par les retraités qui voient dès le moment où il y a une grosse hyperinflation monétaire où l'argent ne vaut plus rien. Voilà, c'est toujours les plus pauvres, toujours la population, toujours l'économie locale qui en bave le plus. Et ce qui est dingue, alors dans ce cas-là, dans ce système, pour conclure là-dessus, ce qui est dingue, c'est que les profits sont constamment privatisés. Ça veut dire que votre argent, votre épargne, vos cotisations génèrent des profits astronomiques au niveau des marchés financiers, mais ces profits, vous ne les touchez pas, presque rien, quoi. Vous les touchez pas. Et donc, ils sont privatisés, ils s'en mettent plein les poches. Mais par contre, les risques,
les dangers, eux, sont toujours mutualisés, socialisés, hein, parce que quand le système s'effondre, c'est pas que les gros financiers finalement qui perdent, c'est surtout la population, les épargnants, les retraités, l'économie locale, etc. Donc on est vraiment dans un système, on peut dire une pyramide de Ponzi institutionnalisée et légalisée, dans lesquels les profits sont toujours privatisés, vont toujours à destination des mêmes, et voilà, les risques touchent en priorité aussi toujours les mêmes, la population, l'économie locale, et ça, c'est un système qu'on souhaite changer. Avant juste de parler de la monnaie et de la création monétaire, je voulais, parce que je parlais de la richesse et de comment elle est créée, en disant que c'est toujours l'exploitation d'une ressource. Donc aujourd'hui, c'est l'exploitation du capital financier qui en produit le plus. Mais demain, et ça commence déjà, la ressource qui produira le plus de richesse au monde sera certainement l'exploitation des données, l'exploitation de l'information, l'exploitation de la connaissance. C'est en ça qu'on parle d'économie de la connaissance, c'est-à-dire qu'on entend de plus en plus parler de ça, c'est l'exploitation des données, de l'information qui produira le plus de richesse au monde. Et là aussi, c'est important quand même de mettre le doigt dessus, l'exploitation des données est encore plus centralisée que ne l'est l'exploitation du capital financier, parce que finalement, il n'y a que les gros géants du numérique, GAFAM, etc., qui sont en mesure aujourd'hui d'exploiter vos données, nos données. Encore une fois, hein, on exploite toujours, comme on exploite votre capital, votre argent, là, cette fois, c'est vos données qu'on exploite, mais c'est encore plus réduit, quoi, et encore plus centralisé. Donc là aussi, il y a un enjeu de présent, mais d'avenir qu'il va falloir pointer du doigt. Comment se réapproprier non seulement l'exploitation de notre capital financier, ça c'est ce qu'on propose aussi avec Solidar, mais on propose aussi, on donne aussi des clés et des solutions pour se réapproprier l'exploitation de nos données pour pouvoir en devenir pleinement propriétaire et choisir si on a envie de les vendre, de les exploiter ou non. Voilà. Et ça, c'est une menace aussi pour l'avenir qui concerne un accroissement encore plus grand de la centralisation de la production de richesses. Donc du pouvoir dans les mains toujours des mêmes. Ça, c'était pour le premier constat sur la production de richesse en tant que telle, et pour conclure, qui nous démontre à quel point c'est antidémocratique.